Le musée Nicéphore-Niepce ne doit et ne tire sa raison d'être que de possessions renommées, car c'est ici qu'est attestée l'invention de la photographie. Cette institution provinciale n'aurait donc pour légitimité que la célébration de l'enfant glorieux du pays. Le lieu, à l'instar de tous les musées de la photographie, cultive le paradoxe. Musée aliéné, le musée relève simultanément de l'art, une esthétique jamais débarrassée des beaux-arts, de la technologie, une profusion de machines muettes et immobiles, et des sciences humaines. L'image serait l'indice du monde et des sociétés. Quant aux images, elles sont les grandes absentes du musée. S'abritant derrière les difficultés réelles de présentation permanente des originaux, l'exposition fait disparaître l'exhibition. Un musée de la photographie doit affronter et gérer cette contradiction principale. Les œuvres exposées sont vouées à la disparition. Or, paradoxe suprême, les images n'entrent au musée que d'avoir été exposées et ne peuvent plus être vues. Pour y remédier, il faut en permanence renouveler l'exposition. Ce qui impose au musée la détention d'un stock illimité. Il faut en convenir, les musées qui se vouent à la photographie ne sont pas en mesure de tenir un discours permanent et cohérent sur l'histoire de l'image photographique. Et ce qui devrait fonctionner comme des ensembles dialectiques d'appareils et d'images ne révèle qu'un conflit entre la profusion des images et l'importance démesurée des appareils. La question de la constitution de collections a suscité dès l'origine des débats révélateurs de la confusion qui règne sur la nature et la définition de la photographie. Il faut attendre les premières décennies du XXe siècle pour que s'impose la nécessité de musées consacrés à la photographie. Quant à leur création, ce n'est qu'à la fin des années 1960 que l'on assiste à la généralisation de ces musées thématiques. Énoncé tardivement, le discours sur ce que devrait être un musée de la photographie n'a pas su mettre à profit la distance entre les premières expérimentations des pionniers et la généralisation de la pratique. Le photographique au musée offre l'image d'un paysage contrasté où règne la confusion. Il n'est pour ainsi dire aucun lieu aujourd'hui qui ose revendiquer la généralité de ce support. Les collections sont dispersées, découpées en périodes. On a confirmé la scission entre le média et ses procédés et refusé son originalité qui se fonde sur les tensions entre la représentation et les moyens de la représentation. Telle est la forme du musée de la photographie. Un bricolage intellectuel déconcertant dont la mission essentielle est de conforter la notion d'épreuve rare, le vintage, seul objet conforme à la dignité, finalité et unité du photographique. Les caractéristiques de la belle épreuve ont été définies tardivement par les responsables d'institutions. Ce n'est pas une des moindres bizarreries du musée que ces critères, rareté, profil artisanal des techniques de tirage et les grands formats reprennent uniquement le point de vue du collectionneur. La valeur d'ancienneté de l'objet et la valeur supposée sont des facteurs cumulatifs de la spéculation. Contre l'évidence, car le tirage fait partie de la catégorie spéciale des multiples, on veut désormais que son économie tende exclusivement vers celle des biens uniques et précieux, la sphère des objets d'art. L'unicité du tirage est la raison de l'objet de collection. En préconisant l'objet tirage et en refusant l'exploitation des possibilités techniques de reproduction, on engendre une nouvelle économie de rente qui repose sur deux postulats idéalistes.
l'auteur et le beau. L'original incarnerait l'unique aboutissement de la création photographique et s'affirmerait face aux formes impures que sont les tirages modernes, les tirages de tireurs et les tirages post-mortem. L'enfermement du photographique dans les beaux-arts et sa réduction à sa seule expression artistique est quasiment contemporain de l'invention. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, il n'est pas une revue photographique, un regroupement de praticiens qui n'énonce la nouvelle ambition de la photographie, qui est d'obtenir son panthéon en référence à l'institution académique, à savoir être admise au Louvre. Il faut imposer la photographie comme un adjuvant des beaux-arts et intégrer les photographes dans la corporation des artistes. Quitte à renier ses origines scientifiques et industrielles et à oublier son passé saint-simonien, le discours généalogique présenterait désormais la photographie non comme un réprouvé, mais comme un descendant légitime de l'art occidental. La photographie va se réduire dorénavant à la notion d'espace d'exposition, lieu unique de consécration de l'auteur. C'est aux portes du musée que l'on abandonna la défroque du praticien et du chimiste pour adopter la pose de l'artiste. La reconnaissance de la photographie par le musée n'en demeure pas moins tardive et limitée. Le moment décisif de l'évidence photographique au musée, la sanctuarisation de la belle image, survient avec la création de la section photographique du Musée d'Art moderne de New York en 1932. Le modèle américain revêt la forme d'une réaction artisanale contre les progrès industriels de la photographie qui facilitent les techniques de prise de vue et de tirage au détriment de la qualité. Ce qui est en œuvre au MoMA, dès l'origine, c'est la conception de la photographie œuvre d'art comme objet de croyance, une échappée névrotique devant la technique, alors que la pensée idéaliste d'un beau en soi était mise à mal par l'industrie, la marchandise, Kodak et les pratiques amateurs. La constitution de cet étrange objet, le vintage, peut également s'appuyer sur l'invention du moderne. La capacité d'innovation de la photographie de la fin des années 20 à 1940 inscrit la reproduction dans tout le jeu des possibles, et notamment dans la sphère marchande. L'isolement de l'objet, les compositions insolites, les relations évidentes entre ces nouvelles combinaisons et l'art des avant-gardes survalorisent le caractère fétichiste de la marchandise. La beauté est experte. La photographie s'accorde avec la culture marchande dont elle est issue. Elle s'inscrit tout naturellement dans une conception du temps et de l'espace, progressif et indéfini, qui est celle de la marchandise. L'image marchandise avait besoin de l'épreuve icône comme étalon du nouveau système d'échange généralisé des marchandises. Le caractère mystique de la belle épreuve ne peut donc se construire que par la disparition de ses conditions d'apparition et d'existence. La techné sera désormais reléguée au profit de la vague notion de culture technique et restreinte à l'histoire des brevets, aux gestes professionnels. Le scénario du musée de la photographie a pour objet de faire coïncider les inventions géniales, de surcroît françaises, avec la demande sociale, au détriment d'autres pratiques, dont celle des amateurs. C'est par l'acceptation de cet objet construit idéologiquement que le musée élabore la valeur de reconnaissance et de gage de la nouvelle économie. Et c'est dans la révision permanente de l'histoire de la photographie, dans la construction d'une hagiographie de ses pionniers, qu'il participe à l'émergence de ce nouveau monde, celui de l'échange généralisé de l'image marchandise, objet fétiche
dont le processus de production est scellé et nié. Ainsi donc, préoccupés uniquement par la recherche des épreuves rares, trop attachés à leur inscription dans le champ de l'art, les musées de la photographie n'ont pas tenu compte des transformations profondes que l'image a subies depuis 1945. Les modifications fondamentales dans les procédures de capture de l'image et la révolution numérique ont été délaissées. La numérisation des images, et dernièrement les images de synthèse, ont pris la place de la photographie argentique. La propagation des appareils numériques et leur environnement relègue la prise de vue à un simple fragment de la culture de service que l'on propose désormais aux photographes. L'imagerie numérique s'insère dans le champ de l'informatique domestique et opère un déplacement de la capture à la reproduction, au stockage et à la circulation des images. Elle supprime les intermédiaires au profit des logiciels de retouche d'images, des scanners et des imprimantes. Accélération historique sans précédent. Une série de ruptures technologiques, haut débit, mobilité, multiplication des appareils communicants, transforment en profondeur la nature, l'architecture et les usages de l'image moderne. Du côté de la saisie des images, de nouvelles générations de capteurs perfectionnent la photographie numérique. Les standards de qualité du numérique et de l'argentique se rejoignent et s'ajustent. L'avenir de l'image s'inscrit dans le numérique, les avatars et l'Internet. De leur capture à leur diffusion, les images sont aujourd'hui, et cela s'amplifiera encore, vouées à ce support qui absorbe les anciens médias. Ingurgités, recrachés, ces derniers en sortent métamorphosés, prêts à fusionner avec l'Internet dans la constitution d'un unique espace d'information visuelle. Le musée de la photographie doit s'évaluer dorénavant comme un organe de l'égalité de l'image marchandise qui s'intègre dans un espace qui tente à être un. Dès lors, la question n'est pas tant celle de la définition ou de la nature du musée que celle de son usage. Le débordement quantitatif des images incontrôlées et incontrôlables et la formation d'images d'un type nouveau ont fondamentalement modifié les données du problème du musée. En conséquence, commissaires d'exposition, collectionneurs, conservateurs, critiques et historiens de la photographie ont désormais pour mission d'imposer des points d'arrêt symboliques, de déterminer quels sont les chefs-d'œuvre et les incunables. Car eux seuls posséderaient le privilège des sages d'accéder à la partie de la totalité connaissable par l'entendement humain. L'implication des experts est de fonder théoriquement le vintage comme bien de prestige. La propriété d'un objet renommé par un des membres de l'élite photographique n'a de sens que par la somme des détentions successives et réputées qui ont conduit l'image d'une collection à une autre. Et nous débuterons les enchères pour le baiser d'hôtel de ville, baiser historique, à 10 000 € pour débuter. À 10 000 €, vous avez tout vos téléphones, c'est bon, 11 000, 22 000, 25 000, 25 000 Martin. Participez à cette fête à 42 000, à 45 000, 48 000, 66 000, 68 000, 85 000, 86 000, 100 000 €, 128 000, 135 000, la salle est suspendue à volet, à 145 000, à 152 000, on a déjà 3 000, à 155 000 €, je prends mon élan, à 10 000.
C'est par la permanence du transfert des mêmes objets entre collections que s'acquiert la pertinence économique de ces objets et que se réalise l'événement de l'échange généralisé des images. Le vintage fait figure d'étalon, d'unité de compte, ultime fétiche doté d'une vie propre. Il s'impose comme objet valeur. Nous évoluons dans une période charnière de redéfinition de l'icône. Dans ce monde nouveau, où le vrai ne se différencie pas du faux, où la copie vaut l'original, où le multiple et la prolifération instaurent le sens. Dans cette société spectaculaire qui fait de l'image la marchandise révélée, le rôle confié au musée par le marché est désormais d'authentifier et certifier le produit image, objet numérisé et mobile. Il n'y a désormais plus d'histoire de la photographie, mais des images classées, réparties et calibrées, des constructions idéologiques contribuant à l'histoire des produits. Le musée, par la détention d'un stock de vintage, bien de prestige, est promu le garant de la véracité et de l'authenticité de l'ensemble des images qui circulent. Les musées ne se présentent plus seulement comme critérium de la richesse des nations, mais mutent et s'hybrident. L'encyclopédie babélienne se retire au profit de la Banque fédérale d'images. Le contrôle du numérique assure la domination économique. Les investissements effectués sur les nouvelles générations d'images visent à structurer des entités convergentes de communication, innovantes et plus rentables. Les industries culturelles, en première ligne avec l'industrie militaire, se régénèrent par l'utilisation massive de ces potentialités inédites. L'enjeu décisif pour s'approprier une clientèle exclusive consiste à s'emparer de ressources rares. Dans le cas des sites web, les actifs rares, les plus cruciaux, sont les contenus, les images. Cette frénésie touche l'ensemble des domaines de l'image. Seuls des contenus exclusifs et attractifs, et une clientèle asservie, autorisent la conservation de parts de marché. L'image, au centre de ce mécanisme d'offre et de satisfaction du consommateur, se projette dorénavant comme l'objet principal des stratégies économiques et, par la standardisation numérique, se situe sur une échelle de valeur commerciale. Distributeurs de réalité sensible à domicile, les nouveaux médias constituent un espace domestique de l'image. Seuls les opérateurs privés se concèdent le pouvoir de mettre à disposition l'ensemble des informations reconstituées par l'intermédiaire de colossales banques de données à l'accès réglementé. La réalité de l'image ne se pose plus par rapport à son support, mais en relation à un espace de référence au temps, à la propriété, donc à la circulation. La soumission enthousiaste à la modernité se rapporte à un marché multiple et protéiforme, dont le prisme de plus en plus large inclut la console de jeu, la vente d'images pour les networks et les agences de presse, la production d'images virtuelles, le multimédia, le web. Tout raisonnement sur la photographie est inséparablement un questionnement sur la puissance de l'image et sur notre impuissance face à elle.
La photographie est un des actes fondateurs de la révolution industrielle. Innovation révolutionnaire, elle a réduit le temps, concentré les sujets et aboli l'espace. Condition nécessaire à la circulation des idées et des marchandises, objet accompli pour la conquête du monde. L'invention de Niepce, Daguerre et Fox Talbot, en pensant piéger le réel, a partiellement perverti la vie. Elle est, comme le fut la machine à vapeur au XIXe siècle, le principe du mode de production contemporain. La photographie, ombilique du pouvoir, en est son miroir. Création contemporaine du chemin de fer et de la guerre moderne, elle se donnait pour mission d'élaborer une nouvelle conscience planétaire. De la vision idéale d'Arago en 1839, annonçant et abandonnant au monde la photographie, il ne reste qu'un nouveau marché mondial qui se constitue et s'ordonne autour d'une marchandise, l'image. L'œil mécanique est simultanément résultat et assujettissement. En cela, il occupe une place déterminante dans les nouvelles formes d'organisation sociale. L'illusion offerte à l'usager d'être son propre producteur d'images est une des conséquences du progrès technique. La voie de la simplification de l'appareil agit de concert avec la production d'images banales, produits de régulation du corps social. Elle n'est que la conséquence de l'industrialisation du photographique, la création du consommateur d'images. La place de l'image dans le fonctionnement structurel des sociétés, comme modificateur de conscience et révélateur psychique, telle est la voie nouvelle, la perspective que nous entrevoyons pour un musée dédié à la photographie. Non plus limité seulement à l'histoire du support, mais fondé autour de l'invention de Nicéphore Niepce, la démarche retrace la quête de la représentation, la figure de l'origine, qui place l'unicité de l'homme en qualité d'explorateur du visible et fabricant d'icônes narcissiques, piégées par Méduse.